Benoît est éleveur de moutons. Chaque jour, il se soumet à un rituel dont il aimerait bien se passer. Je regardais le compteur du 4x4. En 6 ans, c'est 50 000 kilomètres. Des milliers de kilomètres pour aller chercher de l'eau dans une région gorgée de pluie. Une fois par jour l'hiver et jusqu'à 4 à 5 fois l'été, il doit remplir cette citerne de 1000 litres qu'il transporte dans sa voiture. Cette eau, puisée dans la petite fontaine d'un village, est destinée à abreuver ses 500 brebis. Depuis qu'il a installé ses bêtes dans ce verger de 73 hectares, Benoît n'a jamais eu l'autorisation de son propriétaire pour puiser l'eau. Pourtant, sous le terrain qu'il occupe, l'eau est bien là, à peine à quelques mètres sous terre. Oui, mais il y avait un chien dans la voiture. Ouais. On a creusé pour faire les clôtures, les piquets de clôture en 2015, en pleine sécheresse. Il y avait l'eau à 1,50 m. Mais on n'y a pas accès. Le propriétaire du terrain de Benoît est une multinationale. Elle pompe l'eau du sous-sol pour produire 1,850 milliard bouteilles d'eau minérale par an, sous les marques Vittel, Contrex ou Épar. Le business représente 1 milliard de chiffre d'affaires pour le géant suisse Nestlé Waters. Nous sommes dans le département des Vosges, dans la région de Vittel. Après avoir fait la prospérité de ses agriculteurs et de ses habitants, l'or bleu du sous-sol est devenu la source des problèmes d'une région en plein désarroi. Il est devenu le symbole de la captation de nos ressources par des intérêts privés. Car aujourd'hui, cette manne pourrait venir à manquer. Dans les vergers où pâturent les moutons de Benoît, les points d'eau ont été condamnés. On va aller voir le puits. L'éleveur tient à me montrer un des puits dans lequel il a interdiction de puiser de l'eau. Encore un peu d'escalade. Donc là, ici, il y a un puits, donc il est fermé. Donc nous, on est très respectueux. J'aurais pu, d'un coup de godet de tracteur, l'enlever et puis pomper dedans. Mais comme c'était interdit, on a respecté. Voilà. C'est un puits qui avait une éolienne pour abreuver les animaux. On voit l'eau, là, à 1,50 m. L'eau est là, mais interdit. Donc c'est de l'eau qui appartient à qui, cette eau-là? Elle appartient à la nature, mais en fin de compte, elle est réservée pour l'industriel. C'est ce qui nous fait réagir en tant qu'habitants, en tant que paysans. Voilà. Aujourd'hui, après 6 ans de travail, Benoît a décidé de quitter la région de Vittel, de tout laisser derrière lui. Avec ses moutons, il part s'installer à 500 km de là, dans la Creuse. On les fait rentrer. Des bénévoles sont venus lui prêter main forte. Parmi eux, des militants qui dénoncent la privatisation de l'eau par la firme suisse au détriment des citoyens. Le mouvement aux autres. Parce que... Bernard Schmitt a pris la tête de la résistance contre Nestlé. Ce territoire est malmené en réalité. Les gens qui ne jouent pas la même partition que veut Nestlé sont vomis de ce territoire. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors moi je suis heureux pour eux, puisqu'ils ont trouvé une solution pour redémarrer ailleurs, mais à la fois en colère. L'exploitation de l'eau à grande échelle par Nestlé Waters inquiète les habitants de la région. Et on pensait n'avoir qu'une actualité à caractère bien. Bernard Schmitt alerte sur ce problème dans des réunions publiques. Il a même fait une vidéo pour diffuser son message. Ils ne connaissent pas l'hydrogéologie. Bonjour, je suis Bernard Schmitt du collectif O88. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du problème de l'eau et de Nestlé à Vittel. Avec le contexte climatique et les niveaux de prélèvement actuels, nos nappes d'eau sont menacées. Les nappes phréatiques menacées.
Ces habitants de Vittel et Contrexéville ont encore du mal à y croire. Pour mieux comprendre, il faut effectuer un petit retour en arrière. En 1875, la Société des eaux de Vittel obtient l'autorisation de commercialiser les eaux de la région sous forme d'eau minérale. En 1967, Nestlé Waters entre au capital de la Société des eaux de Vittel. En 1990, la firme suisse devient propriétaire de cette société. Aujourd'hui, Nestlé commercialise l'eau de 2 nappes vendue sous les marques Épar, Contrex et Vittel. L'industriel pompe aussi dans une nappe plus profonde pour sa marque Vittel Bonne Source, vendue en Allemagne. Il représente 1/3 des pompages dans cette nappe. Le reste est puisé par les particuliers, les agriculteurs et d'autres entreprises comme une fromagerie industrielle. Problème, les prélèvements d'eau chaque année sont supérieurs à la capacité de la recharge de la nappe. À ce rythme, elle pourrait descendre à un niveau critique à l'horizon 2050. Que pense Nestlé Waters de ces prévisions catastrophiques ? Au mois de novembre dernier, je contacte la société. Mais son service de communication tarde à me rappeler. Du côté des habitants, ce problème d'eau a longtemps été ignoré. Salut. Salut. Arlette Jaworski est adjointe au conseil municipal de Contrexéville. Bien. Elle a pris conscience de la situation il y a à peine 3 ans. Grâce à Jean-François Fleck, président de Vosges Nature Environnement. Ce militant dénonce une mainmise abusive de l'industriel, en contradiction avec les lois sur l'eau. L'eau ne peut pas appartenir à Nestlé ni à personne. L'eau, c'est une ressource, un bien commun, qui doit faire l'objet, justement, qui fait, de par la loi, d'une répartition des usages et de priorité. La loi sur l'eau nous dit priorité d'usage à l'alimentation en eau potable. Alors, priorité à l'eau potable, donc aux habitants. Le militant s'appuie sur une loi qui date de 1992. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire l'alimentation en eau potable de la population. Pour empêcher l'épuisement de la nappe phréatique, Jean-François Fleck demande que l'État encadre rigoureusement les prélèvements des industriels. Chaque prélèvement doit faire l'objet d'une autorisation, d'une étude d'impact sur la nappe, si c'est compatible, avec justement l'équilibre de cette nappe. Et c'est tout le problème de la nappe profonde, c'est qu'on a autorisé Nestlé à des hauteurs de prélèvement incompatibles avec la recharge de la nappe. Arlette Jaworski, l'élu local, dénonce le manque d'information des représentants de l'État sur le sujet. Qui est-ce qui est responsable? Tout le monde? Ou alors, est-ce qu'il y a eu l'effort Beaucoup de pédagogie? l'administration Non. et du département Non. pour expliquer aux élus? Je pense pas. Non. Et ça a vraiment manqué aux élus. Un avis indépendant, ou plusieurs avis, ou plusieurs modes de raisonnement. On n'a rien eu du tout. C'est pas un ou l'autre, on n'en a eu aucun. C'est vraiment ce que je regrette, c'est le manque de démocratie autour de cette question. De son côté, l'État renouvelle les autorisations à l'embouteilleur Nestlé Waters, malgré les mises en garde. À partir des années 70, le BRGM, l'organisme chargé par l'État de l'expertise des sous-sols, multiplie les rapports qui signalent une baisse du niveau de la nappe phréatique. Malgré une légère diminution des prélèvements sur le secteur de Vittel-Contrexéville, les niveaux d'eau mesurés continuent de baisser régulièrement. Pourtant, malgré cette baisse pointée depuis 50 ans, l'État maintient les autorisations de Nestlé. C'est une erreur, selon Bernard Schmitt, qui travaille sur ce dossier depuis plus de 10 ans. La directive cadre européenne sur l'eau, qui s'impose aux pays européens, demande que les nappes profondes soient rechargées pour la période de changement climatique qui s'annonce. Donc nous, on pense qu'il y a urgence. Parce que comme on a 50 ans de déficit derrière nous, ça ne va pas se recharger en 8 jours. Hein. Alors, ce que l'État nous propose,
On va voir, on ne sait pas bien, on va faire des commissions, on va mettre en place un observatoire indépendant pour savoir quel est l'état des nappes superficielles. Entre 2009 et 2016, une commission locale de l'eau est créée par l'État, mais elle ne prend aucune mesure concrète. Je pense que personne n'avait envie de prendre de décisions un peu contraignantes. Vis-à-vis Nestlé? Oui. Vous savez, pour Nestlé, c'est important. Moins les décisions sont prises, plus il continue son activité. En 2014, le BRGM propose plusieurs scénarios pour économiser l'eau. La réduction de l'arrosage des espaces verts, la récupération de l'eau de pluie pour les maisons individuelles, les réductions des consommations des spas et piscines. Des efforts sont demandés aux particuliers, mais aucun à Nestlé, pour qui toute réduction serait fatale, selon le rapport. La position de Nestlé est de dire que s'ils sont limités en production, ils risquent de passer sous un seuil critique de rentabilité qui les obligerait à abandonner l'ensemble de la production de cette marque. C'est Nestlé qui explique qu'il y a un monde concurrentiel, qu'il faut pouvoir augmenter les volumes et que s'ils n'augmentent pas leur volume d'embouteillage dans la nappe inférieure, ils seront en dessous d'un certain seuil de rentabilité et ils fermeront l'exploitation de cette nappe inférieure. Ce qui conduira au licenciement de 200 emplois qui partiraient. Donc on a très clairement un chantage à l'emploi. Ça veut dire on ferme la ligne de production et on licencie 200 personnes. En 2014, les pouvoirs publics n'imposent rien à Nestlé Waters. Ils craignent une catastrophe économique semblable à celle provoquée par la fin de la mode du thermalisme. À Vittel et Contrexéville, le secteur du tourisme s'est effondré. De la grande époque des stations thermales, il ne reste plus que des hôtels désormais murés et des villas luxueuses à l'abandon. Aujourd'hui, à Contrexéville, certaines fontaines ne sont plus alimentées. Pareil à Vittel. À un quart d'heure de là, en pleine campagne, j'entends parler d'un petit village de 400 habitants qui subirait régulièrement des pénuries d'eau. Dombreau-le-Sec, ainsi nommé car la commune a toujours manqué d'eau. Mais il y a 2 ans, la situation est devenue critique. J'ai rendez-vous avec un ancien du village. Après chaque épisode de sécheresse, l'eau n'arrive plus jusqu'au robinet de ce retraité. On ne peut rien faire s'il n'y a pas d'eau. C'est comme quand il y a une coupure d'électricité. Vous allez vous allumer le bouton, ben, il ne vient rien. Mais quand il n'y a pas d'eau, vous ouvrez le robinet, il ne coule rien. À côté d'une usine, on manque d'eau. À 4 km, l'usine y est, à Contrex. Quand il n'y a plus d'eau, 2 étés de suite en 2017 et 2018, les habitants de Dombreau-le-Sec n'ont eu d'autre alternative que de s'approvisionner par camion-citerne. Le maire du village va me montrer d'où vient le problème. Je l'accompagne jusqu'au point de captage d'eau situé à la sortie du village. Depuis longtemps, Dombreau-le-Sec est alimenté par des sources en surface. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le captage. Donc vous avez des drains souterrains qui sont à environ 6 mètres de profondeur. Donc depuis ici, une conduite l'amène à la station de surpression qu'on va aller voir, où on récupère l'eau dans un ouvrage de 70 mètres cubes. Et puis c'est de là qu'elle est pompée pour être distribuée. Pendant les épisodes de sécheresse, l'eau de son captage vient à manquer. Et voilà. Le maire du village souhaiterait forer dans des nappes plus profondes, mais il n'en a pas le droit. Un texte officiel le lui interdit. Nous n'avons nullement le droit de forer depuis très longtemps, puisque dès 1970, un arrêté préfectoral indiquait qu'il fallait protéger les ressources d'eau minérale. Et par ailleurs, même des puits sur le village ont été fermés
bétonné pour pour préserver absolument cette ressource en eau qui est vitale pour l'économie locale. Seul bénéficiaire de cette décision, Nestlé Waters. Puisqu'il n'est pas question de contraindre l'industriel à limiter sa production, le préfet va sortir une nouvelle idée de son chapeau en 2016 pour alimenter en eau la population. Un pipeline. Il partirait de Valfroicourt, à 25 km de Vittel, et acheminerait l'eau vers les communes comme Dombreau-le-Sec, Contrexéville et même Vittel. Tollé dans la région. Faire venir de l'eau de l'autre bout du département pendant que Nestlé Waters continue de puiser dans les sous-sols autour de Vittel, le projet a du mal à passer. Et la proposition de la firme suisse de financer en partie le pipeline n'apaise pas la colère. Les habitants ne sont pas les seuls à crier au scandale. Dans la région de Valfroicourt, là où il était prévu de puiser l'eau, j'ai rendez-vous avec plusieurs élus qui se sont opposés au projet. Ils se souviennent du jour où ils ont été convoqués par le conseil départemental. Notre président du conseil départemental nous a réunis, il a réuni les élus qui étaient intéressés. Il n'a pas réuni spécifiquement les collectifs des élus un peu en colère. Et il nous a expliqué que la récréation était terminée et qu'il fallait passer à autre chose. Si on n'arrêtait pas nos actions, on risquait de voir l'entreprise Nestlé, pour parler de Nestlé, quitter la région. Ça y est, on va perdre 3000 emplois. Moi, j'ai gardé ça en tête en nous expliquant que les emplois induits étaient de 3000 emplois. On a même eu quelqu'un qui nous a expliqué à un moment donné qu'on parlait de 6000 emplois indirects. C'était une façon particulière de jouer un petit peu avec nous. En matière d'emploi, chacun avance ses chiffres pour faire peur aux élus. Mais les maires refusent de céder. Leur mobilisation dure près de 2 ans. Au mois d'octobre dernier, le projet de pipeline est abandonné. Une victoire pour ces élus qui assument leur décision. On ne veut surtout pas être accusé d'être les responsables d'avoir empêché la population de Vittel d'avoir accès à l'eau. Nous, notre objectif n'était sûrement pas de priver les populations de l'eau. Ce qu'on voulait, c'est qu'il y ait de l'eau pour les populations. C'est vraiment notre leitmotiv depuis le départ. C'est qu'il y ait de l'eau pour les habitants aujourd'hui, demain, après-demain et pour les générations futures. Malgré l'abandon du projet de pipeline, les maires restent sur leur garde. Car rien n'a été décidé pour freiner l'hémorragie de la nappe phréatique. Bonjour. Le militant Bernard Schmitt, lui aussi, est sur le qui-vive. D'autant qu'il a découvert que la préfecture continue d'accorder à Nestlé Waters de nouvelles autorisations de pompage. C'est grâce à une application qui recense tous les forages qu'il a repéré de nouveaux points de captage. Aujourd'hui, si on s'intéresse uniquement au forage de Nestlé, c'est une trentaine d'ouvrages qui sont en production. D'accord, sur le territoire de Vittel, Contrexéville. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être, comme on est sur Vittel, d'aller voir un forage pour lequel Nestlé a eu l'autorisation de forer. Je pense que leur but est de sécuriser l'approvisionnement en eau, de façon à pouvoir, quelle que soit la période de l'année, pouvoir faire face aux commandes. C'est une logique industrielle. Selon ce militant, l'État attribue des autorisations à l'entreprise sans savoir réellement quelle quantité d'eau potable est stockée dans les sous-sols. Bernard Schmitt souhaite me montrer des forages récents. Ils se trouvent au beau milieu des champs, à 15 minutes de Vittel, dans la commune de Surrioville. Alors voilà Surrioville 3. Qui a été réalisé par Nestlé en 2015, où sont actuellement exploités 200 000 mètres cubes d'eau par an. Et alors, de l'autre côté de la route, le futur Surrioville 4, si le préfet donne l'autorisation, c'est un nouveau forage. Et nous demandons au préfet des Vosges de surseoir à cette autorisation pour ne pas préempter une ressource essentielle pour la population. On verra ensuite, après avoir fait l'état des lieux des nappes d'eau, qu'est-ce qui sera possible de laisser ou pas à Nestlé.
J'ai rendez-vous à Épinal avec le préfet des Vosges en charge de ce dossier. Envisage-t-il de stopper certaines autorisations de pompage accordées à Nestlé Waters? S'il le voulait, il pourrait le faire du jour au lendemain. La loi l'y autorise. Mais Pierre Horry semble être plus sensible à l'argument de l'emploi, agité par la firme suisse, qu'à la menace qui pèse sur l'eau de la région. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'elle apporte au territoire. Quand vous avez 1000 salariés sur un territoire, 1500 emplois, plus 500 emplois indirects, voire davantage, ça compte pour un territoire. C'est autant de pouvoir d'achat, bien sûr, c'est autant d'activités qui sont maintenues, de services publics qui peuvent se maintenir aussi parce qu'il y a assez de monde. Bref, je crois qu'on est dans un rapport qui doit être gagnant-gagnant. Nous avons intérêt à la présence d'industries. Nous sommes dans l'ouest des Vosges. C'est une partie du département qui est en tension économique. Donc on ne peut pas, comme certains le voudraient, dire il n'y a qu'à mettre les industriels à la porte et puis comme ça on sera tranquille. Voilà, parce qu'encore une fois, là on aura réglé le problème de l'eau, il n'y aura plus personne pour consommer de l'eau. Donc le problème ne se posera même plus. Selon Bernard Schmitt, l'emploi est un faux argument. Aujourd'hui, Nestlé Waters produit 4 fois plus de bouteilles qu'il y a 40 ans, mais avec 4 fois moins de salariés. La politique Nestlé, ça va être vraiment à partir de 1990, en fait. Une course à la rentabilité, au bénéfice, à la satisfaction des actionnaires. Nestlé sert des profits de l'ordre 18-19% aux actionnaires, c'est considérable. Donc tout ça, ça se fait par l'automatisation au détriment de l'emploi humain. Dans la région, les élus sont peu nombreux à oser s'opposer aux géants industriels. Et pour cause, la firme verse des taxes d'embouteillage à Vittel, 4 millions d'euros, et à Contrexéville, 2 millions. J'aurais aimé rencontrer les maires de ces 2 communes, mais aucun n'a donné suite à mes demandes. Il n'y a pas que dans les Vosges que Nestlé Waters est pris pour cible par des opposants. De l'autre côté de l'Atlantique, la guerre de l'eau est aussi engagée. Une petite ville accuse le géant Nestlé de lui voler son eau et ça se passe au Canada. À Wellington précisément. Les pratiques de Nestlé en Californie. La région est frappée par une sécheresse chronique. Pour cette raison, habitants et défenseurs de l'environnement déplorent l'exploitation d'une trop grande quantité d'eau par le géant agroalimentaire. J'ai décidément de nombreuses questions à poser à Nestlé Waters. Mais pour moi, les portes de l'usine restent closes. À Contrexéville, devant l'entrée de l'usine, un balai incessant de camions chargés d'eau partent aux 4 coins de la France et à l'étranger. La petite gare de Vittel n'accueille plus que très rarement des trains de voyageurs. À la place, sortant des usines Nestlé, 5 trains quittent chaque jour les entrepôts chargés de palettes d'eau. Chaque wagon transporterait 50 tonnes de bouteilles. Soutenue par l'État, la firme se sentirait-elle intouchable? C'est la question que je me pose en découvrant que la multinationale pomperait aussi de l'eau sans en avoir l'autorisation. Un militant m'a mise sur la piste. Selon l'application qui permet de localiser tous les forages en service, il y aurait un forage de Nestlé non loin de la voie ferrée. Si on continue, si on longe la voie ferrée, on tombe en fait sur le forage. Si je clique dessus, le forage s'appelle Great Source. Il se situerait près de cette rivière. Selon les documents de Nestlé Waters, il est exploité pour produire de l'eau minérale Contrex. La firme fournit même les volumes pompés sur 10 ans, en moyenne 85 000 m3. Or, d'après un autre document de la préfecture, ce forage ancien ne disposerait pas d'autorisation de pompage. Il ne serait donc pas en règle. Dans acte encadrant prélèvement, on voit aucun, ce qui signifierait que Nestlé n'aurait pas toutes les autorisations pour embouteiller son eau ici même. Au total, il y aurait 5 forages situés en ville et aux alentours dans lesquels Nestlé Waters puiserait sans autorisation.
Après de nombreuses relances, je vais enfin pousser la porte de l'usine Nestlé à Contrexéville. Ma première demande d'interview date du mois de novembre. On est mi-mars. Je vais enfin rencontrer le directeur de l'usine. Donc, il a fallu quand même 4 mois pour obtenir cette autorisation de tournage. C'était quelques jours avant le confinement. Nous n'aurons pas l'autorisation de filmer les lignes de production. Une interview est organisée dans une petite salle de réunion. Le directeur a préparé un petit message de bienvenue. Enfin presque. Alors moi, je voulais d'abord vous dire qu'on est ravis de vous recevoir à l'usine. Vous n'êtes pas la première ni la dernière journaliste d'investigation qu'on reçoit ici. On a tout le temps été ouvert là-dessus. Après, pour autant, tous ces journalistes, à chaque fois qu'ils ont fini par monter leur sujet, ont repris tous nos propos à charge. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Nous voici avertis. Ma première question porte sur ces forages non réglementaires. C'est vrai que, alors je ne sais pas où vous avez eu ces informations-là, mais on a aujourd'hui, sur la partie autorisation forage, on a trouvé il y a quelques années qu'il nous manquait quelques documents. Et donc on est en cours avec nos services à l'usine et les services de la préfecture, en cours de régulariser tout ça. Je suis d'accord avec vous, ça n'aurait jamais dû arriver. Mais il faut savoir qu'un dossier d'autorisation, ça monte rapidement à des milliers de pages. Et le dossier aujourd'hui est en train d'être instruit par les services de la préfecture. Et on espère régulariser tout ça dès que possible. Nestlé Waters puise donc une partie de son eau minérale avant même d'en avoir l'autorisation. D'après le directeur, la question devrait être bientôt réglée. En ce qui concerne l'alimentation en eau des habitants, à l'entendre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'eau est un bien commun et là-dessus, il n'y a rien à dire. Donc c'est évidemment d'abord les populations. Après, notre position, c'est qu'on n'est pas là pour mettre en péril soit l'alimentation en eau potable des populations, soit l'activité industrielle sur le territoire. Et on pense aujourd'hui qu'on a des actions sur le court terme pour faire les deux. Le directeur affirme que Nestlé Waters a pris l'initiative de baisser de 38% ses prélèvements depuis 10 ans. Mais pour lui, stopper l'embouteillage de l'eau de la région serait une erreur. L'entreprise aurait une mission de santé publique. Nous, on préfère proposer à nos consommateurs des eaux minérales de très grande qualité qui font partie du terroir de régions comme Vittel et derrière, leur laisser le choix entre soit ça, soit des boissons sucrées, gazeuses ou pas. Parce que nous, notre enjeu, c'est d'aider à se battre là-dessus, sur le fléau qu'est l'augmentation de l'obésité et des choses comme ça. Pour la bonne cause, donc, puiser sans épuiser la nappe serait-il possible ? Au début de l'année, à Épinal, le préfet organise une conférence de presse. Autour de lui, le directeur du département, des représentants de l'agence de l'eau et des élus locaux. Sont également invités les principaux acteurs économiques, dont un représentant de Nestlé Waters. Au programme, une série de mesures pour préserver la nappe souterraine, ce que le préfet appelle un protocole. Mais rien de contraignant dans l'immédiat. Le protocole va fixer des objectifs chiffrés de réduction des prélèvements de la part de l'ensemble des usagers. On est clairement dans un domaine où, pas un gros mot de dire, on est confronté à des conflits d'usage. Mais moi, mon sujet, préfet, garant de l'intérêt général, c'est d'organiser du mieux possible, justement, ces usages. Et ce protocole, il prévoit les voies et moyens de retourner à l'équilibre de la nappe. C'est un objectif 2027, c'est-à-dire 1 million de mètres cubes d'économie. L'objectif de stopper l'hémorragie de la nappe phréatique est repoussé de 6 ans à 2027. Nestlé s'en sort bien. Et est-ce que Nestlé s'est engagé à maintenir les emplois dans la région en contrepartie, justement? Enfin, est-ce qu'il y a des accords clairs? Il n'y a pas d'accord en tant que tel formalisé. On ne peut pas demander à un industriel qui est soumis aux lois du marché, aux aléas du marché, de prendre des accords de ce type. Mais il y a une volonté ferme, en tout cas moi je peux en témoigner pour avoir échangé avec eux, une volonté ferme de rester ancré, d'avoir cet ancrage territorial fort. À l'issue de la conférence de presse, je réussis enfin à approcher le maire de Vittel. Il a refusé de me parler jusque-là. Il promet de me recevoir bientôt.
Le maire de Contrexéville, ici à gauche, accepte lui aussi le principe d'un rendez-vous. C'est un sujet qui est extrêmement sensible. Oui, Moi, je viens vous voir, mais il fallait déjà parler au niveau de l'Assemblée avant de vous voir. C'est parfait. Mais malgré mes relances, je n'aurai plus jamais de nouvelles, ni de l'un, ni de l'autre. À la sortie, je retrouve Bernard Schmitt et Jean-François Fleck. Selon les militants, aucun responsable politique n'a pris la mesure du danger environnemental qui plane sur la région. On se donne beaucoup de temps pour ne rien faire, et ensuite on va négocier en catimini. Voilà. C'est l'impression qu'on a. Pendant ce temps-là, Nestlé pompe et on repousse sans arrêt les délais. On avance tout doucement vers 2027. Voilà. On est un peu déçus là-dessus. Les militants ont le sentiment que les élus font la part belle à Nestlé Waters. Selon eux, l'industriel est assuré de pouvoir puiser à sa guise encore de longues années. À moins d'1 heure de Paris, au cœur du parc naturel régional du Vexin, un autre industriel fait face à des élus beaucoup plus coriaces. C'est l'un des plus gros groupes cimentiers au monde, Calcia Heidelberg. Au mois de décembre dernier, dans le petit village de Breuil-en-Vexin, la menace environnementale qui pèse au-dessus de la tête de son maire Bruno Caffin et de ses 700 administrés est devenue réalité. L'État a donné son feu vert pour creuser dans les champs de la commune une carrière, ce que les habitants appellent la pire des décisions. Pour protester contre ce projet, l'élu a réuni d'autres maires des communes alentours. Il défile ce matin devant les photos anciennes de ce petit village qui pourrait bientôt perdre de son charme et de sa tranquillité. C'est l'expression en fait d'habitants qui ont eu envie de montrer leur village, d'oublier par moments la menace. Et donc c'est l'occasion de s'exprimer, de montrer le village qu'il aime. Il y a beaucoup d'angoisse autour de tout ça. En s'installant dans ce village de la vallée de la Seine, en plein cœur d'un parc naturel, les habitants pensaient avoir trouvé un petit coin de nature préservé de la pollution et du bruit. Donc la carrière se trouverait dans cette zone-là, à 400 mètres des premières habitations. C'est juste derrière, là. Pour les habitants, ça va être les terres agricoles qui disparaissent, alors qu'on n'est pas du tout dans cet esprit-là actuellement, quoi. Donc c'est quand même à l'encontre de ce qui devrait se faire. Les habitants, on sera complètement condamnés. Là, on va vers un assassinat, là. Ah oui, complètement. Et pourquoi? Pour du ciment, pour de l'argent. Toujours de l'argent. On va pouvoir, si vous le souhaitez, poursuivre nos conversations. Depuis 12 ans, le maire de Breuil-en-Vexin mène le combat contre le cimentier, mais l'État n'a pas bougé. Aujourd'hui, l'élu interpelle le président de la République. Ne demandez pas à un maire d'accepter un projet qui va pourrir la vie de ses administrés, les spolier de leurs biens et détruire physiquement et moralement un village de 700 habitants qui, depuis des décennies, défend sa qualité de vie, ses paysages, son identité de village rural, ses ressources en eau et ses terres agricoles. Monsieur le Président, arrêtez ce projet destructeur sans retour, ce projet imaginé il y a 30 ans, ce projet d'un autre temps. À bientôt. Le projet contre lequel s'élèvent plus d'une cinquantaine d'élus de tous bords, le voici. Ces champs, à la sortie du village, devraient bientôt disparaître. 8 millions de mètres cubes de roches devraient être arrachés pour y extraire du calcaire. Concassé, il sert à la fabrication du ciment. Cette future carrière servira à alimenter la dernière cimenterie d'Île-de-France, propriété du groupe Calcia Heidelberg. La multinationale allemande est implantée dans plus de 60 pays, possède 1000 carrières dans le monde et emploie 58 000 personnes. Elle fabrique du ciment pour la réalisation de travaux gigantesques comme le Grand Paris. L'industriel est devenu l'ennemi de ce petit village typique. Le maire nous emmène à l'emplacement de la future carrière. Elle sera visible depuis les habitations.
Le village est à moins de 400 mètres en fait, de la zone d'exploitation. Et c'est donc ici que Calcia va exploiter, là où nous sommes, sur 120 hectares de champs, de bonnes terres agricoles. Et le principe, c'est une exploitation à ciel ouvert. Donc ça veut dire un trou de 40 mètres de profondeur sur toute cette surface, vous voyez, qui est absolument immense. Le calcaire de Breuil sera exploité pendant 30 ans. Ensuite, la carrière s'étendra sur des terrains de communes voisines. En tout, la firme allemande a obtenu une concession pour 100 ans. 550 hectares de terres agricoles et de paysages pourraient disparaître. Ces habitants souhaitent me montrer à quoi pourrait ressembler leur paysage une fois le projet mis en route. Calcia possède déjà une carrière située en dehors du parc régional. Mais elle arrive au terme de son exploitation. L'entreprise affirme en avoir déjà réhabilité une partie. C'est catastrophique. Une carrière exemplaire. Et voilà. C'est ça, une carrière exemplaire. Hein, c'est monstrueux. Et c'est ça qui nous attend. C'est lunaire, quoi, voilà, c'est... Vous voyez, c'est pas de la terre arable. Ça, c'est de la poussière de calcaire. Regardez derrière maintenant, là, comment, vous voyez, ils comblent les trous avec leur déblai à eux, qui est de la roche cassée, fracassée. C'est pas une terre sur laquelle vous pouvez pousser grand-chose. D'ailleurs, ils essayent de planter des petits arbres et on voit qu'ils n'arrivent pas à pousser. Vous voyez, ils restent végétatifs, quoi. Enfin, ça ne marche pas. Sur ce site règne une odeur très désagréable. Tu vois, les petites cheminées, là, ouais. C'est le méthane, c'est l'odeur qu'on entend, je crois, qu'on sent. Une partie de l'ancienne carrière a été transformée en décharge. Des ordures ménagères et des déchets provenant du BTP sont enfouis au pied de cette butte. Parfois, des feux démarrent spontanément à cause des gaz qui s'en échappent. Quand un incendie se déclare là-dedans, c'est très emmerdant pour eux parce que les bâches fondent, ça brûle, et ils ne savent pas qu'est-ce qui a été atteint, jusqu'où, quelle profondeur, est-ce que les bâches ne sont pas trouées au sol. Donc c'est absolument pas sécurisé, ça. Ça me fait penser aux déchets nucléaires là, qu'on enfouit puis qu'on laisse, on les cache après. Cette déchetterie et ces nuisances, il n'en était pas question au départ. Les habitants ont peur que l'histoire se répète et qu'à leur tour, leur beau paysage soit transformé en une immense poubelle, une fois le cimentier parti. Les déchets, on ne sait pas quoi en faire. Et ces carrières, ces grands trous, c'est tentant, c'est comme une grande poubelle. Entre parenthèses, celui qui fait la carrière, il s'engage pas, il promet, il jure ses grands dieux qu'il ne fera pas de déchets. Il revend. Mais il revend. Oui. Ça n'appartient plus à Calcia, ce tronçon-là. C'est plus le même propriétaire. Le deuxième propriétaire, il s'engage pas, lui, à pas mettre de déchets. Des paysages défigurés, une carrière comblée par des ordures. Dans une vidéo promotionnelle, le cimentier n'en dit pas un mot. En revanche, il promet après chaque fermeture de carrière de faire disparaître les traces de son activité. Les dégâts sur l'environnement seraient effacés et les terres redeviendraient fertiles. Les exemples de réaménagement de carrières exploitées par Ciment Calcia sont extrêmement nombreux. Un gage du savoir-faire de Ciment Calcia avant, pendant et après l'exploitation d'une carrière. C'est bucolique, c'est bien filmé, mais je veux dire, on est loin de la réalité, quoi. C'est très clairement, c'est une image d'Épinal, quoi. Bruno Caffin a déposé de nombreux recours contre les autorisations données par l'État pour cette carrière. Mais le combat est difficile. Le maire est aussi vice-président du parc régional du Vexin. Il dit avoir été témoin de pressions politiques pour soutenir ce projet de carrière. À l'origine, dans les années 90, le parc régional du Vexin était censé protéger le patrimoine naturel de la région. Le Vexin français, un des derniers grands espaces naturels d'Île-de-France. Une partie de l'Oise, des Yvelines et la moitié du Val d'Oise. Le Vexin veut devenir un parc régional. Mais contrairement à un parc national, dans un parc régional, les activités industrielles sont autorisées.
Dans le Vexin, l'État a donc pu imposer un projet de carrière. Le maire de Breuil-en-Vexin se souvient de l'ultimatum imposé par les pouvoirs publics aux élus locaux. Pas de carrière, pas de parc. À un moment donné, on nous a dit, écoutez, c'est pas compliqué, c'est comme ça que ça doit se passer, et ça se passera comme ça. Si ça vous plaît pas, je veux dire, soit il y aura pas de parc, soit le parc sera d'une surface moins importante. Et puis voilà, bon, en tout cas, ça a été entériné comme ça. En 1995, le parc est créé aux conditions imposées par l'État. Il est prévu la possibilité pour un industriel d'exploiter le calcaire dans les sous-sols. À l'époque, le ministère de l'Industrie encourage l'ouverture d'une carrière. Plus surprenant, le ministère de l'Écologie y est aussi favorable. Pour l'exploitation de matériaux de carrière, les autorisations d'exploitation pourront avoir une superficie et une durée limitée compatibles avec des contraintes d'ordre industriel. Cette lettre est signée Michel Papalardo, la plus proche collaboratrice du ministre de l'Écologie de l'époque, Michel Barnier. La signature intervient entre les deux tours de l'élection présidentielle de 1995. Y avait-il urgence ? J'ai contacté Michel Papalardo. Que ce soit entre deux tours ou pas entre deux tours, on travaille, il y a des dossiers, il y a des dates pour rendre des décisions. Je ne peux pas vous dire parce que je ne m'en souviens pas du tout, mais vraiment pas le moindre peu. Mais il peut y avoir des tas de raisons pour prendre des décisions entre deux tours. Moi, je pensais que c'était les affaires courantes qu'on traitait pendant l'entre-deux tours, c'est pas ça ? On a peut-être considéré que c'était une affaire courante à l'époque, j'en sais rien. Ce projet de carrière pouvait-il être considéré comme une affaire courante ? Corinne Lepage a succédé à Michel Barnier au ministère de l'Environnement. Nous lui avons posé la question. Logiquement, dans la période qui précède un changement de gouvernement, et là c'était un changement de président de la République, le gouvernement en place ne fait en principe qu'expédier les affaires courantes. Sauf que, et je l'ai vécu ultérieurement en 97, donc je sais très bien ce dont je parle, c'est le moment précis où toutes les, entre guillemets, cochonneries, fermez les guillemets, que les ministères ne sont pas arrivés à faire passer en temps normal sortent. Bon. Je pense que cette annexe-là, qui arrive en douce, qui a dû être poussée par le lobby des carrières, est arrivée à être signée alors qu'il ne l'avait pas été antérieurement. Pendant 25 ans, cette volonté de l'État d'imposer cette carrière n'a jamais faibli. Il y a tout juste un an, en tant que vice-président du parc naturel, Bruno Caffin a reçu ce qu'il considère comme des menaces de la préfecture de la région Île-de-France. Dans cette lettre, le préfet Michel Cadot évoque la subvention que l'État prévoit de verser au parc régional du Vexin. Avant de la débloquer, il veut savoir si l'argent ne va pas être utilisé contre Calcia. Je souhaite connaître, avant de signer une telle subvention, le montant et les modalités de financement des actions contentieuses que vous avez engagées contre le projet d'extension de la carrière. Manifestement, les nombreux recours en justice de Monsieur le maire ne sont pas du goût de l'État. Le préfet, qui forcément est au courant de notre démarche, veut être rassuré sur le fait que l'argent qu'il va nous donner ne va pas servir à financer donc nos recours et notre avocat dans cette affaire contre l'État. Donc c'est assez bizarre parce que dans ce milieu un peu politique, on peut se faire quelques menaces, mais c'est toujours oral et c'est rarement, voire jamais écrit. Et là, en l'occurrence, c'est écrit noir sur blanc. C'est la preuve que là, dans cette affaire-là, l'État porte vraiment le projet de Calcia. J'ai contacté le préfet de région, Michel Cadot. Son service de presse affirme que ce dossier ne dépend pas de lui. Étonnant, puisque c'est bien sa signature qui apparaît au bas de la lettre. Cette affaire de carrière dans un parc naturel
est lié à un autre enjeu. Le calcaire qui en sera extrait est vital pour la survie d'une des plus grosses entreprises d'Île-de-France et des plus polluantes, la cimenterie de Gargenville. L'usine, située en bord de Seine, a été créée en 1921. Elle fonctionne encore avec du matériel vétuste. Un responsable syndical de Calcia a accepté de me rencontrer. Il admet que l'usine ne répond plus aux normes environnementales. Ça fume. Voilà ce que les riverains n'aiment pas trop. Bah, ça, c'est une marche anormale du site, quoi. Pour lui, les infrastructures vieillissantes de la cimenterie seraient à l'origine de ce type d'incident. Dedans, il y a du moderne et il y a du vieux. Il y a du matériel de 1930 comme il y a du matériel de 2015. Parce qu'on a quand même été obligé de suivre. On a des ordinateurs, on a des automates, mais il y a du matériel qui est vétuste, hein, c'est vrai. Voilà, on a fait fonctionner l'usine jusqu'au bout, quoi. Selon le syndicaliste, l'industriel n'aurait pas fait les investissements suffisants pour limiter les émissions de poussière et de gaz dans l'atmosphère. Pour que l'usine revienne aux normes, le plus gros investissement, c'est de remplacer l'électrofiltre, le gros filtre, juste avant la sortie de la cheminée, par un filtre à manche qui se fait dans toutes les autres usines maintenant. Là, on marche toujours avec un électrofiltre qui a, je sais pas, 40 ou 50 ans, quoi. Ouais, donc il n'est pas fonctionnel, en fait. Bah, il est fonctionnel, mais juste, il a du mal, quoi. Je pense qu'au niveau des normes, on est juste à la limite. Et même, je pense qu'on marche avec certaines fois des dérogations, quoi. J'ai tenté à plusieurs reprises d'entrer en contact avec la direction de Calcia. Sans succès. Un homme va me donner un sérieux coup de main. Le maire de Gargenville. Voilà. C'est avec nostalgie qu'il évoque l'âge d'or de la cimenterie. Ça, c'est l'usine de Gargenville, ça. D'accord. Voilà, parce qu'il y a un petit peu de tout. Voilà, là, on la retrouve ici, avec les 6 cheminées. Là, c'était le petit train qui traversait Gargenville, avec ses petits wagonnets et qui ramenait de l'argile pour alimenter l'usine. Pour le maire, ceux qui s'opposent à l'industriel exagèrent les risques de pollution. Gargenvillois de naissance, donc j'ai toujours connu l'usine. Voilà. Donc, moi, je suis né en 1951, donc l'usine existait avant. Mes parents habitaient tout proche de l'usine à l'époque. Les toits étaient blancs, les escaliers étaient blancs, les voitures étaient recouvertes de ciment, etc. On avait l'avantage d'avoir de la poussière, on avait l'avantage de respirer tout ça à l'époque. Aujourd'hui, les gens se plaignent d'une pollution qui n'existe quasiment plus. L'élu défend l'entreprise Calcia et ses relations avec son directeur sont cordiales. D'ailleurs, il propose de l'appeler pour le convaincre de m'accorder une interview. Monsieur Chenadec, bonjour, Jean Le Maire. Ça va bien? Oui, ça va. Je suis avec FR3. Est-ce qu'il y aurait une possibilité qu'on puisse venir sur le site de l'usine pour éventuellement faire quelques... Et vous êtes prêt à dire quelques mots ou pas? Pour l'instant, je suis pas autorisé. Vous n'êtes pas autorisé à parler, donc on prend juste des prises de vue. Ok. Le maire nous accompagne à l'usine. Sur le chemin, je comprends mieux pourquoi l'élu est un des plus fervents défenseurs de l'industriel. Vous avez dit parce qu'il était propriétaire d'un certain nombre de terrains sur la ville et que lorsqu'on avait besoin d'un terrain pour faire un équipement, on s'adressait bien souvent aux cimentiers qui nous disaient bah oui, voilà, j'ai ce terrain-là, je peux vous le céder. Alors ils nous cédaient toujours à un prix voilà, très, très bas. C'était un échange de bonnes relations d'une usine qui travaillait, qui était sur la commune et qui entretenait de bonnes relations avec la ville. Nous voici arrivés à l'usine. Le site est immense. C'est une petite ville dans la ville. Nous n'aurons pas le droit de filmer à l'intérieur des bâtiments. Notre caméra tourne discrètement. Nous rencontrons le directeur de l'usine. Selon lui, le sujet de la carrière soulève trop de polémiques. Ça a été un peu compliqué quand même.
Le contexte est quand même pas très favorable. Aujourd'hui, la position du service communication chez nous, c'est de ne pas discuter du dossier de l'usine et de la carrière, parce qu'aujourd'hui, ça reste un dossier sensible. Le directeur n'a pas le droit de parler, mais il accepte de nous servir de chauffeur. Il a choisi de nous arrêter sur un terrain qui surplombe la cimenterie pour nous faire admirer le point de vue. Monsieur le maire joue le guide. C'est un patrimoine intéressant quand même, quoi qu'on en dise. C'est aussi intéressant qu'un monument historique, que des choses comme ça, parce que ça a une histoire, parce que ça fait vivre des centaines de familles, ça en fait vivre encore, ça en fera vivre encore demain, et ça c'est important. On a un savoir-faire pour le ciment, sachons conserver ce savoir-faire, c'est notre usine. Dans la région, l'entreprise Calcia génère plus de 500 emplois. C'est grâce à cela que l'industriel a toujours pu maintenir son activité, malgré les nombreuses oppositions. Mais en janvier dernier, le vent commence à tourner. Ce jour-là, la salle des fêtes de Gargenville accueille les élus de la communauté urbaine. Bruno Caffin, le maire de Breuil-en-Vexin et défenseur du parc naturel, a répondu à l'invitation. Sont aussi présents de nombreux élus opposés à la future carrière cimentière. Ils attendent avec impatience le discours d'un responsable politique haut placé. Pierre Bédier, ici au centre, a toujours été un soutien indéfectible de Calcia et de sa cimenterie. Mais là, le président du conseil départemental des Yvelines est en colère. J'ai toujours défendu la nécessité de donner l'exploitation des carrières à Ciment Calcia, car j'estimais pour ma part que les avantages l'emportaient sur les inconvénients. Aujourd'hui, ma position, vous l'avez lu, a radicalement changé. Elle a radicalement changé parce que nous nous trouvons devant une attitude inqualifiable de dirigeants que j'ai qualifiés de patrons voyous, et je maintiens ce propos. Le motif de son courroux, Calcia vient de décider de déménager une partie de son siège social, soit 250 salariés, vers un autre département. Une mauvaise surprise pour l'élu. Sans concertation, ils sont revenus sur un engagement qui avait été pris. Alors certes, les PDG ont changé. J'aurais dû me douter d'ailleurs que quand une entreprise prend un PDG qui s'appelle Pillon, ça vaut programme. Et moi, j'avais travaillé avec ses prédécesseurs, qui tous avaient pris l'engagement de maintenir l'emploi. Tous. Voilà pourquoi, mes chers collègues, oui, j'ai été très en colère, oui, je suis très remonté. Je ne le suis pas par ego personnel, je m'en contrefous. Je le suis parce que cette déloyauté d'une entreprise qui s'est appuyée sur les bonnes volontés du territoire est tout simplement scandaleuse. Voilà pourquoi, mes chers collègues... Volte-face du président du département qui passe dans le camp des opposants. À l'issue de son discours, la majorité des élus vote une motion contre la nouvelle carrière. Je n'étais pas heureux de voir cette extension des carrières. J'ai jamais été un fan de ça. C'est bien parce qu'il y avait l'emploi en face que j'en acceptais certaines nuisances. À partir du moment où nous nous trouvons avec des entrepreneurs qui ne prennent pas leurs responsabilités, ils font des dégâts sur l'environnement et ils font des dégâts sur l'emploi. Donc ils n'ont aucune raison d'être sur le territoire yvelinois. Les militants du parc naturel du Vexin célèbrent leur première victoire. Ah, tu l'as pas mis. Ah. Non, je l'ai pas mis. Mais ils demeurent indignés par ce qu'ils appellent un pacte entre l'industriel et les responsables politiques. On découvre qu'il y avait un pacte secret entre Pierre Bédier, chef du département, le préfet et Calcia, du style « on vous soutient dans votre projet de carrière, on ferme les yeux sur la pollution de la cimenterie, en échange, vous nous laissez le siège social ». C'est un pacte secret, c'est un pacte honteux, parce que la cimenterie, c'est la santé des gens de la vallée de la Seine. La carrière, ça fait fi de toute l'opposition des élus. Franchement, c'est une révélation scandaleuse. Combien de temps encore l'État soutiendra-t-il ce projet de carrière ?
le préfet a réagi pour la première fois au problème de pollution de la cimenterie, alors qu'il en avait connaissance depuis longtemps. Dans un courrier adressé cet hiver à l'entreprise, il indique « L'inspecteur de l'environnement a constaté de nombreux dépassements des valeurs limites d'émissions en oxyde d'azote et en poussière. Ces dépassements avaient déjà été constatés l'année dernière et avaient fait l'objet d'une non-conformité. » L'État prévient l'industriel. La société Ciment Calcia est mise en demeure de mettre en œuvre des actions correctives. Si Calcia ne se met pas aux normes, l'État pourrait décider de sanctions. Le projet de carrière de Broye-en-Vexin pourrait alors être enterré une bonne fois pour toutes.